Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo de sélection de psychologie. Donc je tenais à vous faire cette vidéo parce que je sais en tant qu'étudiante et en l'ayant vécu que, le processus de sélection est super stressant, que c'est un peu une part de flou parce qu'on arrive en début de L3 et on ne sait pas trop ce qui nous attend, vers cette fin d'année. Donc je voulais vous faire part, du processus, de sélection par mon expérience et aussi en vous expliquant comment ça se passe pour les 2 phases. Donc la première phase, c'est une phase de dossier. Donc certaines universités, ne prennent que le dossier d'ailleurs, vous ne serez admis que par dossier. Pour d'autres, par contre, il y aura une deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'entretien. Donc le dossier, en quelques mots, c'est, lettre de motivation, CV et cetera. Alors que l'entretien, c'est plus un moment d'échange avec un jury pour voir si, vous correspondez ou pas aux critères du master, chose qu'ils ont déjà vu avec le dossier, mais qui, tendent à confirmer avec, l'entretien. Donc pour cette première vidéo, on va surtout se concentrer sur, le dossier et dans une deuxième vidéo, je vous parlerai de l'entretien. La première chose que je voulais vous dire, c'est que, quand on arrive en 3e année de licence, il y a beaucoup de choix qui sont à faire et ces choix sont très importants parce qu'en fait, ils vont déterminer votre profil, en tant que futur en tant que futur psychologue clinicien, pardon et ces choix vont être très importants aussi dans le processus de sélection parce qu'ils vont montrer aux professeurs votre facette, votre profil, mais également si vous correspondez ou pas au master. Donc le premier choix à faire, ce sont les mineurs. Donc dans chaque, université, en principe, des mineurs sont proposés, en lien avec des masters. Donc par exemple, à l'université de Lille, le master, psychologie et justice propose, 2 mineurs, une au semestre 1 et une au semestre 2, et ces mineurs portent sur des concepts différents, mais qui vont aborder la psychologie, de la justice. Hem et en fait, selon si ces mineurs ne sont choisis ou pas par l'étudiant, ça va leur permettre d'accéder au master. Je dis ça parce que la plupart des masters souhaitent que l'étudiant qui postule à ce master suive la mineure. En fait, pour certains, c'est un critère, essentiel et ça peut être, très déstabilisant en début d'année parce qu'on se dit: «Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de mineur?» et on se remet beaucoup en question. Ce que je tiens à dire, par cette vidéo, c'est que se tromper de mineur ou revoir son projet professionnel en cours de route avec une mineure qui ne nous correspond pas, c'est OK. Si vous avez la possibilité de changer pour vous réorienter vers la mineure qui vous correspond le mieux, faites-le. C'est très important. Si vous n'avez pas cette possibilité, ce n'est pas grave. Il y a 2 semestres, donc ça veut dire que vous avez au moins une chance sur 2, de suivre la bonne mineure. Si, vous avez la chance de suivre une mineure sur 2, peut-être qu'il faudrait l'expliquer dans votre lettre de motivation, pourquoi vous n'avez pas suivi la mineure, en semestre 1, en disant par exemple: «Bah, mon projet professionnel a été amené à changer», par exemple par votre expérience de stage ou par votre, choix de travail d'études qui vous a amené à reconsidérer en fait ce que vous vouliez faire. Hem et c'est indiquer au professeur, en fait, que vous avez réfléchi, vous avez maturé votre projet et vous vous êtes rendu compte que ce master était plus en correspondance avec ce que vous voulez faire et donc que vous avez choisi la mineure pour, découvrir, en fait, les thématiques qui sont proposées et pour, vous rapprocher de cette spécialisation. Donc se tromper de mineure ou se réorienter, c'est OK tant que c'est justifié. Les profs, pardon, aiment beaucoup la cohérence, la justification, ils aiment beaucoup, savoir comment vous avez abouti à votre projet et donc du coup, c'est important d'expliquer aussi ce qui a fonctionné pour vous. Donc par exemple, les choix que vous avez faits en termes d'options tout au long de votre licence ou le stage que vous avez fait, mais également, ce qui n'a pas fonctionné. Donc par exemple, se rendre compte qu'on a voulu, s'orienter vers telle thématique, je ne sais pas, par exemple, le développement de l'enfant, alors qu'au final, ce qu'on aurait préféré, c'était, je ne sais pas, le développement, de l'adolescent ou de l'adulte. Voilà, tout le monde a conscience que quand on est en licence, c'est très compliqué aussi de trouver sa voie, très compliqué de savoir, vers où s'orienter parce qu'il y a énormément de champs possibles. Le tout, c'est de l'expliquer et d'arriver à pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et pourquoi vous avez choisi telle spécialisation en fonction de votre vécu. Le deuxième choix à faire, c'est votre stage. Donc le stage en licence,
dépend de l'université parce qu'on n'a pas tous le même nombre d'heures à faire. Je sais que dans certaines universités, ils peuvent aller jusque 110 heures, ou 135 heures même, il me semble. Alors que, par exemple, à l'université de Lille, on était obligé de faire 70 heures maximum. J'ai envie de vous donner un conseil, c'est, si vous avez un nombre d'heures maximum et minimum, faites le maximum que vous pouvez. Ce sera forcément valorisé, au sein de votre dossier, de votre candidature au master. Ça va vous permettre aussi de vous enrichir sur le plan, clinique, parce que forcément, plus on fait d'heures de stage, plus on peut voir de patients, plus on peut dialoguer avec, le psychologue, tuteur et plus en fait vous allez, gagner en expérience, gagner en posture, professionnelle et ça va vous permettre d'avoir des outils et de maîtriser certains concepts, sur lesquels on pourrait vous questionner en entretien, donc c'est très important. Par rapport au stage, vous allez devoir donc choisir une orientation. Vous allez devoir, aller vers, une patientèle, cible, par exemple les adultes ou les enfants, les adolescents, les personnes âgées. Vous allez devoir vous orienter vers un type de structure. Par exemple, il y en a qui vont faire leur stage en milieu hospitalier, d'autres, dans des CMP, d'autres en structure, libérale. Ça vous appartient. Sachez juste que, en sélection, les stages en libéral sont parfois, défavorisés, parce que, il y a une tendance à préférer, la structure et à préférer des structures qui sont vraiment, ancrées comme le CMP ou le secteur hospitalier. Cependant, si vous avez cette possibilité de stage et que vous êtes coincé dans votre recherche, tant pis, ce n'est pas grave, faites un stage en libéral. Personnellement, c'est ce que j'ai fait parce que c'est la seule réponse positive que j'ai eue. Je suis admise en master, donc ce n'est pas non plus, une catastrophe, incroyable. Au contraire, avoir fait un stage, c'est mieux que rien. Peu importe le secteur. C'est juste que certains professeurs considèrent qu'un stage en libéral n'est pas représentatif parce qu'en fait, on croise moins de pathologies cibles. Par exemple, on rencontre beaucoup plus fréquemment l'anxiété, la dépression ou le burn-out, alors que tout ce qui est tentative de suicide, schizophrénie, psychose, on ne le rencontrera pas forcément. Donc en fait, les professeurs préfèrent parfois qu'on aille en structure pour voir une plus grande étendue des pathologies. Un autre conseil, si jamais votre recherche de stage n'aboutit pas ou que vous êtes un peu coincé parce que vous n'avez que des retours négatifs, rassurez-vous, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, en psychologie, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui ont du mal à trouver un stage, parce qu'il y a plusieurs contraintes. Déjà, il y a la contrainte de la patientèle. Il faut que, le patient soit OK pour que vous soyez là. Selon les structures, ce n'est pas forcément accepté. Par exemple, en libéral, moi, j'ai beaucoup de patients qui ont dit qu'ils n'étaient pas OK pour que je sois là parce que c'est eux qui payent directement, donc ils sont au centre de leur processus de soins et ils sont acteurs. Donc, ils ont le droit de dire si c'est oui ou si c'est non pour la présence du stagiaire. Alors que, par exemple, en secteur hospitalier, le stagiaire est plutôt imposé aux patients et son accord n'est pas forcément demandé. Dans d'autres milieux de stage, il va y avoir aussi la contrainte de la structure. Par exemple, dans tout ce qui est, secteur judiciaire, PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse, pardon. C'est très compliqué aussi d'accueillir un stagiaire du fait de la confidentialité, des thématiques qui sont abordées qui sont très lourdes. Pour certaines universités, il faut également respecter le critère des 3 ans, de profession du professionnel. Donc c'est également un critère qui est, très difficile, à mettre en place et à trouver, puisque, parfois, en fait, on a plus facilement des contacts d'anciens gens de l'université, mais qui, en fait, viennent juste de sortir et donc du coup ne peuvent pas nous prendre en stage. Donc beaucoup d'étudiants, sont amenés, en fait, à galérer pour trouver un stage. Même en master, c'est très compliqué, ça reste, très frustrant d'ailleurs. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous y prendre très tôt. Généralement pour un stage, qui commence en septembre, 2000, enfin de l'année suivante, pardon, il faudrait s'y prendre en février ou en mars. Hem, c'est la meilleure période, en fait, pour demander un stage. En tout cas, si vous êtes encore en recherche de stage, ne désespérez pas. Essayez de solliciter, votre professeur, référent pour votre travail d'études. Peut-être que lui, il a des pistes, dans le secteur en plus que vous recherchez. N'hésitez pas à mobiliser aussi, vos camarades. Même si c'est une année de compétition, certains acceptent de partager leurs contacts. Surtout que 70 heures, pour dans mon cas, l'université de Lille, ça se faisait rapidement. Donc généralement, les professionnels qui prennent que des L3 peuvent en accueillir plusieurs. Donc n'hésitez pas à les contacter.
Si jamais vous avez un stage qui n'est pas en rapport avec votre projet pro ni avec votre master, n'hésitez pas aussi à expliquer que vous avez eu beaucoup de difficultés dans votre quête de motivation à trouver ce stage, que vous avez essayé de chercher dans ce secteur, mais que malheureusement il n'y a pas eu de réponse ou il y a eu des réponses négatives. Et expliquer aussi ce que ça vous a permis de découvrir ce stage, parce que forcément un stage, même s'il n'est pas dans notre secteur de prédilection, il va nous apprendre quelque chose. Il va nous permettre de grandir, d'enrichir notre projet et de développer notre posture en tant que psychologue futur. Donc c'est important aussi de mettre l'accent sur ce que vous a permis de découvrir ce stage. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait un stage où il y avait beaucoup de passations de tests, peut-être que vous allez vous dire: «Bah non, c'est pas ce que je veux faire». Alors que si vous avez fait un stage, avec une population âgée, alors que de base, c'était pas du tout votre projet et que vous avez adoré, peut-être que ça va vous permettre aussi d'affiner votre parcours et c'est important de le souligner en master que finalement vous avez trouvé, un fil conducteur dans votre stage. Le dernier choix à faire, c'est la thématique du travail d'études. Donc le travail d'études, c'est généralement une revue de la littérature ou une passation. Si vous le pouvez, privilégiez la passation parce que c'est énormément valorisé lors de la sélection, puisqu'en fait, ça permet de répondre aux critères du chercheur de A à Z en faisant une passation. Quand vous faites votre travail d'études, généralement, vous allez devoir vous rapprocher d'un enseignant, un enseignant référent. Pareil, petit conseil, essayez de privilégier un enseignant qui fait partie du master que vous voulez intégrer. En fait, en faisant votre travail d'études auprès d'un professeur qui fait partie intégrante du master, ça vous permet d'avoir une première approche de ce que propose le master dans un premier temps, mais également de montrer votre motivation et votre investissement tout au long de l'année par ce travail d'études à ce professeur qui pourra valoriser votre candidature. Donc pour info, les professeurs n'ont pas le droit de consulter le dossier lors de la sélection de l'élève qui le suivent en TE. Par contre, si jamais l'élève n'a pas été retenu dans le processus d'entretien, le professeur peut amener à contester cette décision et à discuter avec toute l'équipe pour montrer qu'en fait cet élève a quand même un intérêt et que pour lui, il a sa place dans ce master. Donc c'est très important d'avoir un ancrage en fait dans le master en L3 et aussi en choisissant un professeur qui fait partie du master, vous vous assurez, entre guillemets, de correspondre au master. Parce que, imaginons que vous faites votre travail d'études avec un professionnel TCC, vous aurez moins de chances de rentrer dans un master psycha, surtout que ce sont deux champs théoriques qui sont complètement opposés. Mais en fait, les professeurs recherchent de la cohérence et le choix du professeur en fait partie en fonction de son domaine d'études et de ses intérêts, ses compétences, ses connaissances, ses champs disciplinaires. Ça va vraiment rentrer en considération en fait dans votre dossier parce que votre travail va être orienté en fonction de la thématique en fait du professeur. Donc du coup, peu importe ces 3 choix, le principal, c'est d'arriver à construire une ligne de conduite. Donc par cette ligne de conduite, vous allez, cheminer vers votre projet professionnel et arriver à ce master, à ce qu'il va pouvoir vous apporter. Donc ce qui est important, c'est, vraiment d'afficher une cohérence entre tous ces choix, de montrer comment ils se consolident les uns les autres, comment ils se complémentent, et de prouver en fait au professeur que vous avez un projet qui tient la route, qui est cohérent et qui est valide dans le cadre de ce master. Cependant, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, que ce soit en termes de projet professionnel, donc de population, de structure, de type de champ disciplinaire, donc par exemple la mindfulness, je sais pas, le bien-être, la psychologie positive ou voilà. Donc tous ces champs, c'est OK. C'est OK de ne pas savoir ce que l'on veut faire. Par contre, il faut savoir orienter son projet professionnel vers une discipline. Donc par exemple, entre la psychologie du développement et la psychologie cognitive,
forcément vous avez une préférence d'orientation et c'est important d'orienter votre profil vers ce champ. Donc par exemple en choisissant des mineurs en lien avec cette discipline ou avec ce type de population. Donc, même si on ne sait pas ce que l'on veut faire, on peut être admis en master. C'est complètement OK. Le principal, c'est d'avoir un projet qui tient la route malgré tout, en se disant, bah voilà, je suis là pour apprendre, je suis là pour découvrir par ce master, pardon. Donc, de se dire, je vais continuer à construire mon projet au fur et à mesure du master, en fonction des stages que je vais faire, avec les travaux d'études et de recherche que je vais mener. Et donc de montrer au professeur en fait que vous êtes en évolution, vous êtes en mouvement et que vous allez continuer à aboutir ce projet, à cheminer pour arriver à la posture du psychologue que vous voulez avoir et à avoir un projet professionnel complètement pensé. Du coup, par rapport aux étapes importantes de la sélection, il y a différentes étapes. La première, c'est de s'informer sur le fonctionnement Mon Master. Donc la plateforme Mon Master, c'est vraiment la plateforme par laquelle vous allez passer tout au long de cette étape de sélection. Et c'est important de savoir la maîtriser parce que c'est une plateforme qui est nouvelle, que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas moi non plus avant de passer en sélection. Donc du coup, quand vous pouvez y jeter un œil, jetez-y un œil parce que c'est important de se sentir à l'aise avec cette plateforme parce qu'en fait, vous allez la côtoyer quasiment tous les jours en février et en mars. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire une sélection des masters intéressants. Donc, c'est de peaufiner les masters qui vous intéressent vraiment et de vous orienter vers quelque chose qui vous plaît. Ensuite, c'est de préparer les pièces administratives, donc que ce soit la lettre de motivation ou le CV. Ensuite, une étape qui est super importante, c'est s'organiser pendant la phase de dépôt parce que vous avez une période très courte pour déposer vos pièces administratives. Donc, vous avez 1 mois. Mais si en fait vous avez 15 vœux différentes, vous avez 15 dossiers différents à préparer. Alors, 15 dossiers à préparer en même temps que les cours, le TE, donc le travail d'études, le stage, les examens qui arrivent, ça peut être très compliqué. Donc, il faut savoir s'organiser le plus possible. Et la dernière étape importante, c'est être au clair avec soi-même. Donc être au clair avec soi-même sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Du coup, on revient sur la première étape. Donc on va tout décomposer pour qu'on puisse évoquer un peu tout et que vous puissiez être préparé le mieux possible. Pardon. Donc en ce qui concerne s'informer sur la plateforme Mon Master. Donc la plateforme Mon Master, elle est disponible à partir de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça, vos professeurs, normalement, vous en parleront. Normalement, vous êtes censé aussi avoir des réunions sur la plateforme pour savoir comment elle fonctionne, sur savoir les dates importantes du master. Donc normalement, votre université va faire le relais avec vous pour que vous puissiez être accompagné le mieux possible. Donc dès que vous pouvez, moi je vous conseille de vous inscrire sur la plateforme parce qu'en fait la plateforme elle va vous envoyer des notifications et elle va vous envoyer des mails. Les notifications et les mails c'est par exemple aujourd'hui la phase d'information commence. Aujourd'hui la phase de dépôt commence. Aujourd'hui la phase pour les convocations d'entretien va commencer. Aujourd'hui la phase de résultats va être annoncé. Donc du coup, c'est tous ces mails-là qui vont être très importants parce que parfois, on ne pense pas forcément à aller se connecter sur la plateforme. Et donc, ça permet d'avoir un regard aussi sur ce qui s'y passe. Donc du coup, quand vous pourrez vous connecter sur la plateforme, vous allez pouvoir vous renseigner sur les différentes phases de sélection. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs phases. Donc la première phase, c'est l'accès aux détails des formations. Donc en fait, vous allez pouvoir taper psychologie dans la barre de recherche si vous êtes intéressé par la psycho, bien évidemment, et avoir connaissance de tous les masters qui sont proposés en psychologie, que ce soit en fac privée ou publique. Par exemple, il y a autant la Cato de Lille que l'Université de Lille, donc l'Université de Lille qui est publique. Et donc du coup sur ces détails de formation, vous allez pouvoir avoir des informations concernant par exemple le nombre de places qu'il y a dans le master, la situation géographique du master, parce que parfois en fait on ne vient pas de la région, de la ville dans laquelle le master est proposé, donc c'est quand même intéressant de savoir où est le master exactement. Par exemple, quand on vous dit université
de Marseille à Aix-en-Provence, par exemple, la faculté de psycho, elle est pas à Marseille, mais elle est à Aix-en-Provence. Donc si vous comptiez qu'elle soit à Marseille parce que je ne sais pas, vous avez de la famille, au final, ça va faire quand même un petit peu de route pour aller à Aix-en-Provence tous les jours. Donc du coup, ça, c'est quand même important pour se renseigner. Et après, pour tout ce qui est détail des formations, vous allez aussi avoir les plaquettes de master, donc c'est très intéressant d'aller voir les maquettes. Vous allez avoir aussi des informations sur le dépôt des candidatures, notamment les dates de dépôt. Et vous allez également avoir aussi des informations sur les dates possibles des convocations. Donc tout ça, ça va vous permettre de découvrir le fonctionnement de la plateforme et de vous sentir plus à l'aise. Parce que forcément, naviguer sur un outil qu'on ne connaît pas, c'est un peu déstabilisant. C'est déjà une période stressante, donc essayez de maîtriser et de connaître la plateforme pour pouvoir vous orienter dessus beaucoup plus facilement. Ensuite, ça sur la plateforme, il est possible d'avoir accès à tous les masters de psychologie en France, je vous l'ai déjà dit. Et ce qui est important, parce que même si on a accès à tous les masters de psychologie en France, d'ailleurs je remarque qu'il manque un SA Master, je suis profondément désolée, c'est important de faire une sélection des masters. Alors oui, on nous sélectionne en tant que futur psychologue, mais vous devez sélectionner aussi votre master. Donc en fait, il faut savoir que vous avez le droit à 15 vœux. Donc vous avez le droit à postuler à 15 universités en formation continue. Et quand vous postulez au sein d'une même université à plusieurs masters de psychologie, ça ne comptabilise qu'un seul vœu. Donc en fait, c'est un vœu par université. Donc par exemple, si vous voulez postuler à l'université de Lille, vous pouvez postuler à un master de psychologie cognitive et à un master de développement, ce sera exactement le même vœu. C'est juste que dans ce vœu, vous avez des options qui sont différentes. Donc du coup, c'est important de faire une sélection en fonction de vos centres d'intérêt et de vos choix d'orientation, parce que forcément, tous les masters ne vont pas vous correspondre. Et en fait, en fonction des universités, les masters n'ont pas les mêmes objectifs, même s'ils traitent à peu près des mêmes choses. Les formations n'ont pas forcément non plus à viser le même public, les mêmes pathologies, même si elles traitent pourtant du même champ théorique. Donc du coup, c'est intéressant de vous questionner là-dessus, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous correspond ou non. Donc du coup, c'est bien de faire cette sélection en amont. Comme ça, quand la phase de dépôt commence, vous savez déjà pour quel master vous devez créer un dossier. Et ça vous permet de gagner du temps dans cette période qui est très courte et où il y a beaucoup de choses à gérer. En plus de la plateforme, donc les universités mettent à disposition les plaquettes des masters. Donc en fait, cette plaquette, elle va présenter le master, donc ses objectifs. Par exemple, le master de psychopathologie de l'université de Bourgogne, je dis une bêtise, va plutôt viser à, je sais pas, une prise en charge familiale de la pathologie, alors que le master de l'université d'Aix-en-Provence va plutôt viser une approche systémique de la psychopatho. Je dis carrément n'importe quoi, ne vous fiez pas à ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour vous montrer en fait que les masters, même si généralement ils sont ancrés dans un champ disciplinaire, n'ont pas forcément les mêmes objectifs en termes de formation professionnelle. De plus, les masters n'ont pas forcément les mêmes matières enseignées et n'ont pas forcément les mêmes modalités de stage, n'ont pas forcément les mêmes modalités comparativement au TE, au TER, au mémoire. Donc du coup, c'est important aussi de vous renseigner par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez. Par exemple, je sais qu'à l'université de Nancy, en master 1, le stage, il est à minimum de 200 heures, alors qu'il n'y a pas de maximum, alors qu'à l'université de Lille, le stage est de minimum 210 heures, alors que le maximum, c'est 350. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus la même proportion d'heures de stage. Et en plus, il n'y a pas forcément non plus la même considération du stage dans la vie d'étudiant, puisque à Nancy, en master psycha en tout cas, le stage peut être fait le jeudi et le vendredi qui sont entièrement libérés pour le stage, alors qu'à l'université de Lille, il y a uniquement le jeudi qui est libéré pour le stage. Donc ça dépend aussi du type de formation que vous voulez, parce qu'il y a forcément des masters qui sont plus ancrés dans le stage et dans l'expérience, alors qu'il y a des masters qui sont plus ancrés dans la théorie. Donc c'est important aussi de vous renseigner pour être sûr que le master vous correspond et que vous soyez au clair avec les débouchés du master et avec ce qu'il va vous apporter pendant ces 2 ans.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est, de se rapprocher des universités parce que parfois, certaines informations ne vont être données qu'en interne ou durant des présentations officielles. Donc en fait, ça veut dire que certaines universités, proposent des moments, de, présentation aux étudiants, durant lesquels elles vont présenter leur master, leurs objectifs, leurs débouchés professionnels. Et en fait, ces informations ne vont pas forcément être données, sur le site internet, sur la plaquette. Ce sera plus des informations factuelles et donc du coup, en fait, ça peut être, déstabilisant, en tant qu'étudiant externe de se projeter dans cette université alors qu'on n'a pas toutes les informations. Et surtout, en fait, parfois les universités donnent des informations quant aux pièces administratives. Par exemple, je sais qu'à l'université de Lille, nous, on nous a dit que la lettre de motivation devait faire au maximum 250 ou 300 mots, alors que les étudiants externes n'étaient pas du tout au courant et ont donc présenté une lettre de motivation beaucoup trop longue et qui au final n'a peut-être même pas été lue. Donc du coup, c'est aussi important de se rapprocher des universités pour avoir ces informations. Et en plus, en vous rapprochant des universités, ça montre aussi votre intérêt pour ce master et votre nom pourrait être retenu par exemple par un professeur qui se dit ah oui, telle personne, je le vois, je lis son dossier, elle m'avait contacté en amont pour avoir plus d'informations. Ça montre aussi votre motivation, votre implication à intégrer ce master. Ensuite, un autre conseil, c'est de se projeter réellement dans le master et qu'on envisage la distance géographique. Donc je sais que c'est très compliqué de se projeter dans un master, notamment si c'est un master qui ne correspond pas trop. Certains étudiants prennent le risque prennent le risque, pas vraiment, puisque actuellement, avec les 15 E, on peut quand même se permettre beaucoup de choses, mais candidatent à énormément de masters différents sur une zone géographique très très large. Et en fait, parfois, on postule à un master en sachant que de toute façon, même si on est pris là-bas, on n'ira pas parce que c'est trop loin de notre famille, de nos amis, ou que c'est pas possible et envisageable pour nous de déménager. Donc du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'en créant un dossier pour un master, ça va nous prendre énormément de temps. Généralement, moi, pour faire un dossier, je mettais 3 ou 4 heures parce que ça impose de faire une lettre de motivation personnalisée, de faire un CV qui est commun à tous les masters parce que c'est une pièce générale, mais après de faire des projets de recherche qui sont complètement différents les uns des autres en fonction des attendus du master. Et donc du coup, ça demande tellement de temps que être au clair avec soi-même d'entrée de jeu en se disant j'ai mon périmètre sur lequel je ne veux pas m'éloigner. Ça permet d'éviter de perdre du temps, de l'énergie et de savoir vraiment vers quoi, vers quel type de master on souhaite s'orienter et aussi vers quelle zone géographique. Pareil, si le master auquel vous postulez n'a rien à voir avec votre projet professionnel, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que il y a des chances déjà que notre parcours ne soit pas orienté vers ce master et que du coup le dossier ne soit pas pris en considération par l'équipe administrative. Et si jamais il est pris en considération, se retrouver bloqué pendant 2 ans dans un master qu'on n'aime pas, ça peut être aussi compliqué. Donc certains vous diront que dans tous les cas, être diplômé psychologue, c'est le plus important et qu'après vous pourrez vous réorienter en vous faisant des formations par vous-même. C'est vrai, mais d'un autre côté, il faut penser à son bien-être pendant 2 ans, c'est hyper important. Et au fait que il faut, enfin, il faut s'orienter vers ce qui nous correspond le plus. Pour finir, je voulais vous dire que même si la psycho est le choix numéro 1, il faut s'ouvrir à d'autres options. Donc la master psycho, c'est un master qui est très, très demandé, et dans lequel il y a pas beaucoup de place. Donc petite anecdote, l'année dernière, on nous a dit qu'on était 800 étudiants à l'université de Lille et qu'il n'y avait que 250 places. Donc d'office, on savait que les 3/4, on va dire, des étudiants n'auraient pas de master dans notre université, en sachant qu'il y avait aussi des étudiants externes qui allaient être pris. Donc les chances d'entrer dans un master étaient très très faibles, ce qui peut être très angoissant, je le conçois, mais il faut avoir en tête qu'il faut penser à un pan B, C ou D. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais postulé en alternance à des masters RH, masters auxquels j'ai été prise aux entretiens et auxquels j'avais été sélectionnée positivement à l'issue de la sélection. Donc ne pas hésiter franchement à s'ouvrir à d'autres options. Et en fait, peut-être que vous vous plairez dans cette filière ou pas, ça vous appartient. Et si vous décidez de ne pas tenter d'autres options, ça vous appartient également aussi, c'est OK. Chacun fait comme il le sent. C'est juste que si vous voulez être plus à l'aise sur votre perspective d'avenir, c'est vrai que ça peut aider de se dire j'ai postulé dans d'autres masters, j'ai peut-être une porte de sortie
envisageable. Maintenant, on va parler de la préparation des pièces administratives. Donc, il y a 5 pièces administratives qui me semblent super importantes. Le premier, c'est le relevé de notes officiel de la licence. Ensuite, il y a le CV, la lettre de motivation, le projet de recherche et le résumé du travail d'étude. Donc la première pièce, c'est le relevé de notes officiel. Donc les relevés de notes officiels, il faut généralement les demander au secrétariat de votre université. Donc c'est bien d'anticiper et de le faire en amont. Je sais que nous, par exemple, à l'université de Lille, on avait pu accéder à nos relevés de notes de L1 et de L2 en novembre et à notre relevé de notes du S5 en février, il me semble. Et en fait, en anticipant, ça permettait de débloquer une grosse partie du processus de sélection parce qu'en fait, dans le processus de sélection, il y a beaucoup d'universités dans la partie dossier qui demandent directement les notes de certaines majeures ou mineures qui sont en lien avec le master. Donc avoir ces notes et avoir un relevé officiel, ça permet d'approuver en fait vos résultats et de savoir, de fournir un document officiel à l'université. De plus, pour certaines universités, c'est vraiment un document qui est obligatoire. La deuxième pièce administrative qui est également indispensable et qui est demandée obligatoirement, c'est le CV. Donc le CV, je vais vous partager mon expérience par rapport à ce que moi, j'avais pu mettre dans ce CV. Donc dans un premier temps, en fait, le CV reprend un CV normal. Donc c'est-à-dire que vous allez faire votre expérience professionnelle, votre formation en tant que telle, mais vous allez être beaucoup plus spécifique parce que votre CV en fait, va être orienté vers la psycho. Donc dans un premier temps, dans tout ce qui concerne les expériences professionnelles, c'est important d'indiquer des expériences cohérentes. Parce que, par exemple, si vous dites que vous avez été serveur pendant 2 semaines, je sais pas, à KFC, peut-être que ce sera moins pertinent que quelqu'un qui va dire qu'il a été animateur périscolaire pendant 3 ans. Et ça lui a permis de découvrir le monde des enfants et bam, bim, boum, il veut faire psychologie du développement et travailler avec les enfants. Donc il faut marquer des expériences qui sont cohérentes et qui sont en lien en fait avec, avec la psychologie. Donc il est très facile en réalité de faire un lien avec les psychos. Même si vous avez été serveur pendant 2 semaines, vous avez moyen de faire un lien. Par exemple, ça peut être animateur périscolaire, ça peut me permettre de démontrer qu'on a une capacité d'adaptation aux enfants en fonction de leur âge et qu'on a des connaissances par rapport à leur développement, leurs besoins. Et donc ça prouve en fait que on a une connaissance du public enfant et c'est justement le public avec lequel on veut bosser. Donc ça prouve toute sa cohérence en fait. Par exemple, vous avez été serveur pendant 2 semaines à KFC. Vous pouvez dire que vous avez acquis une expérience relationnelle, que ça vous a permis de communiquer, de développer vos compétences en communication, etc., etc. Voilà. Donc c'est important de mettre des expériences qui ont un rapport avec la psycho et qui vous ont permis de prendre en considération la posture de psycho et de comment vous pourriez la symboliser. C'est également super important dans cette partie de faire un point sur le stage que vous avez fait. Par exemple, en indiquant que vous avez fait un stage de 70 heures en CMP, en indiquant les missions qui étaient confiées. Donc, par exemple, je ne sais pas, faire un travail d'anamnèse ou de synthétisation du bilan clinique à l'issue de l'entretien. Enfin voilà, vous pouvez évoquer votre stage et évoquer un peu ce qui vous a permis d'apporter, les compétences que vous avez travaillées avec votre tuteur. Un deuxième point qui est super important, c'est la formation personnelle. Donc en fait, en psychologie, c'est très valorisé de se former à l'extérieur de la fac, en par exemple réalisant des MOOC ou des modules sur Coursera, en faisant des formations, en lisant ou en écoutant des podcasts.
Donc en fait, c'est des expériences qui vont vous permettre d'enrichir votre projet professionnel, parce que si elles sont en lien avec, votre projet, elles vont vous permettre de développer vos compétences, d'avoir plus de connaissances également sur le sujet. Par exemple, moi j'avais fait un MOOC sur l'introduction à la victimologie et en fait, j'avais découvert plein de termes et de possibilités de prise en charge par rapport, à une personne victime et en fait, n'ayant jamais réalisé pour l'instant un stage dans ce secteur, c'était une première approche. Donc ça a montré déjà que j'étais motivée à réaliser ce projet et que j'avais envie de l'enrichir et de le concrétiser. Et ça me permettait aussi de mettre en avant l'autonomie, parce que ça montrait que même si on nous enseignait des choses à l'université, j'étais capable en dehors d'entreprendre des projets et de moi aussi être actrice de ma formation et de mon projet professionnel. Donc c'est très important, ce sera forcément valorisé dans votre dossier si vous avez des expériences comme celle-là et il faut absolument les notifier parce que c'est super important. Ça montre vraiment votre motivation, votre implication, que ce soit pour la sélection, que ce soit pour votre projet professionnel. C'est vraiment du plus, plus, plus. Également, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des expériences de bénévolat, c'est également très, très valorisé en psychologie. Ensuite, dans le CV, c'est bien aussi de marquer, d'indiquer votre formation générale. Donc par exemple, le type de bac obtenu, ça peut être intéressant. Ensuite d'indiquer que vous êtes empreinte d'obtenir votre licence. Et quand vous détaillez votre licence, vous pouvez marquer les matières importantes suivies, donc notamment les mineurs, et d'aborder votre travail d'études. Donc en donnant par exemple son titre ou en expliquant en quoi consiste votre travail d'études. Donc en fait, c'est super important parce que ça va permettre d'identifier votre profil et vos centres d'intérêt au sein de la psycho. Donc ça va permettre que quand on lise votre CV, on se dise ah cette personne-là, elle est orientée en TCC. Donc là, l'exemple que je vous ai donné, c'est pas du tout la TCC, c'est de la psychologie du développement. Mais par exemple, j'ai fait ma licence à l'université de Lille. J'ai suivi des matières importantes comme la psycho du développement et de l'éducation et mon TER portait sur l'impact de la parentalité vis-à-vis de l'estime de soi au collège lors du harcèlement. Donc oui, donc très important de mentionner cela et notamment vous pouvez retenir toute cette partie et même la formation personnelle et les expériences quand vous faites votre CV pour un stage parce que ce sera également valorisé de montrer que vous faites plus que votre licence et que même au sein de votre licence vous êtes super impliqué et que vos projets tiennent la route et sont cohérents. Le dernier point, ce serait les centres d'intérêt et les langues parlées. Il y a beaucoup d'universités qui accordent de l'importance au niveau linguistique. Par exemple, nous, à l'université de Lille, les profs sont vraiment, pour certains masters, au taquet sur le fait d'avoir un niveau B2 en anglais. Je vous rassure, j'ai un niveau B1 et je suis passée en master. Et certaines personnes n'ont pas obtenu la classification du CLES B1 et sont quand même passées en master à l'université de Lille. Ça dépend vraiment en fait des spécialisations, des masters, des universités, mais c'est quelque chose qui est très important quand même. Et pour le fait d'avoir des passions, ça montre aussi en fait que vous avez une vie en extérieur de la fac, que vous avez des centres d'intérêt, que vous savez aussi prendre du temps pour vous. Alors oui, c'est que sur le papier, mais on estime quand même que c'est fait dans la réalité. Donc c'est quand même pas mal important. La troisième pièce justificative, c'est la lettre de motivation. Donc là, je vous propose la structure que moi j'avais suivie quand j'ai fait ma lettre de motivation. Donc j'avais fait une petite présentation de moi en donnant mon nom, mon prénom, mon lieu de vie. J'avais également indiqué la licence que j'avais réalisée, donc dans quelle université. Et j'avais marqué l'intitulé du master que je souhaitais. C'est très important parce qu'en fait, si vous faites une lettre de motivation identique pour chaque master, en fait, l'université, elle aura et le jury aura l'impression que vous postulez pour n'importe quel master, alors que si vous marquez, je souhaite intégrer le master, je sais pas,
psychologie cognitive de l'Université de Lille, ça cible vraiment ce que vous voulez et on se dit, tiens, l'étudiant a personnalisé, c'est intéressant, voyons voir ce qu'il nous propose. C'est beaucoup plus motivant de lire une lettre de motivation personnalisée plutôt qu'une lettre de motivation qui va resservir à chaque master. Ensuite, j'avais proposé une présentation de mon parcours. Donc j'avais cité les quelques options en lien avec le master et mon projet professionnel qui avaient de la cohérence. Par exemple, j'avais indiqué avoir suivi l'option psychopathologie des comportements violents, puisque je souhaite m'orienter vers la victimologie. Donc même si c'est pas de la victimo mais de la crimino, c'était quand même en lien, donc c'était intéressant. J'avais indiqué avoir suivi les mineurs de psychopathologie, etc., etc. J'avais également parlé des projets entrepris plus des apports. Donc par exemple mon TER, en disant que voilà, mon TER m'avait appris à mener une recherche scientifique, qu'il m'avait permis une meilleure connaissance du secteur dans lequel je souhaitais travailler. Et ensuite, j'avais fait une courte présentation de mon stage de licence 3 et les apports qui m'avaient permis. Donc, par exemple, en disant, voilà, j'ai appris à découvrir la passation de thèse, j'ai appris à découvrir la thématique de la dictologie, etc., etc. C'est très important aussi de montrer en quoi votre TER, votre projet de stage vous ont permis d'enrichir votre projet professionnel et d'évoluer en cours de route. Ensuite, c'est également possible de faire part des formations personnelles, donc les MOOC, les lectures, les formations. Donc pareil, en ayant un lien avec le master, parce que ça permettra de montrer un investissement. Par exemple, si vous avez fait un MOOC sur le processus de l'attention, mais que vous proposez ça à un master basé sur, je ne sais pas, les troubles de l'attachement, peut-être que ça n'aura pas forcément toute sa cohérence et que ce sera pas vraiment ajusté. Tandis que si vous dites j'ai fait un master sur un MOOC sur le développement de l'adolescent et que vous postulez un master proposant une prise en charge psychopathologique de l'adolescent, ça a toute sa cohérence et ça montre votre investissement vis-à-vis de cette thématique, mais également vis-à-vis du master. Ensuite, il est important d'indiquer l'intérêt d'effectuer ce master et ce qu'il vous apportera en tant que futur psychologue en démontrant le lien avec le projet professionnel. Donc ça, c'est super important donc d'indiquer pourquoi le master vous correspond et qu'est-ce qui va vous permettre d'apporter, parce que ça va montrer pourquoi vous postulez à ce master et pourquoi vous êtes motivé à l'intégrer. Donc pour ça, ce qui est super chouette, c'est de parcourir la plaquette proposée par le master, donc qui reprend les différentes informations, et en fait de reprendre des concepts, des mots-clés qui sont proposés, de les intégrer dans votre lettre de motivation et de faire en sorte qu'en fait il y ait une symbiose entre le master et vous, et que en fait c'est comme si vous ne faisiez qu'un et que vous aviez absolument besoin de ce master pour avancer, pour continuer. Et que c'est ce master-là et pas un autre parce qu'il propose ça, ça, ça et ça, et que c'est exactement la posture que vous voulez avoir. Ensuite, dans votre lettre de motivation, c'est important aussi de décrire votre projet professionnel ou la volonté d'orientation parmi les champs de la psychologie, parce que ça va permettre de voir si en fait votre projet correspond aux débouchés du master. Donc pour voir les débouchés du master, vous pouvez vous référencer à la plaquette qui énonce normalement noir sur blanc quels sont les débouchés. Donc, par exemple, travailler en milieu judiciaire, en PJJ, en réinsertion sociale pour un master de justice, alors qu'un master de développement, ce serait peut-être plutôt travailler en école, travailler en milieu hospitalier dans des services de périnatalité, etc., etc. Donc c'est important aussi de montrer la cohérence entre votre projet et le master qui doivent concorder à 100%. Ensuite, en option, vous pouvez évoquer le fait d'avoir trouvé un stage qui vous apporterait une complémentarité au master. Donc ça montre en fait que vous avez déjà entrepris des recherches, que vous êtes projeté dans ce master et dans la possibilité d'intégrer, et que vous avez envie de découvrir plein de choses et que en complémentarité de ce master, ce stage vous permettra aussi d'avancer dans tel projet et de construire votre posture clinique.
Quelques conseils généraux par rapport à la lettre de motivation. C'est super important de faire relire sa lettre de motivation à votre entourage, parce qu'en fait, à force d'être plongé dans un travail, on se rend même plus compte des fautes d'orthographe ou de syntaxe qu'on fait. Ça nous semble tellement logique, cohérent, clair que, on se rend plus compte des erreurs que l'on peut faire. Alors qu'en ayant un regard extérieur, peut-être que, je sais pas, votre maman ou votre papa va vous dire: «Bah, en fait, là, tu as fait une erreur de grammaire, ce serait quand même dommage pour, un dossier qui est tellement important». Donc voilà. Pour la petite anecdote, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que dans mon CV, j'avais marqué stade de psychologie au lieu de stage de psychologie. Donc, des petites erreurs toutes bêtes, ça passe, mais avoir une lettre de motivation qui est bourrée de fautes d'orthographe, ça donne pas vraiment envie de la lire et ça fait obstacle à la sélection. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurais aimé vous donner, c'est d'être cohérent. Donc, dans vos choix de présentation, il faut que vous soyez le plus en lien avec le master et que vous choisissez des ressources qui vous valorisent, qui vous mettent en avant, qui montrent votre énergie investie et qui sont vraiment révélatrices de vous-même et qui vous permettent de marquer des points, en fait, tout simplement. Ensuite, c'est important aussi de vous rapprocher des enseignants et des élèves du master, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, parfois il y a certaines informations, comme le nombre de mots, ne sont pas données en externe, mais ne sont données qu'en interne, donc c'est important aussi. Une quatrième recommandation, c'est d'écrire une lettre de motivation spécifique pour chaque master. Donc en fait, en écrivant une lettre de motivation spécifique pour chaque master, ça va vous permettre de vous démarquer. Parce que forcément, si vous postulez à des masters similaires, oui, votre profil va être quasiment le même, mais la plaquette va aborder des éléments complètement différents. Le master également se différenciera par tel ou tel point, et c'est important de montrer que vous l'avez compris. C'est important de montrer que cette lettre de motivation concerne ce master et que c'est ce master que vous voulez. Donc franchement, même si ça demande énormément de temps, c'est un processus hyper important et ça vous permettra de vous démarquer et encore une fois de marquer des points parce que vous allez pouvoir entretenir une réelle cohérence, une réelle implication par rapport à ce master et par exemple si vous êtes admis en entretien, avoir bossé sur la plaquette du master, ce sera un atout parce que vous connaîtrez les attendus, les objectifs, etc., etc. Donc c'est vraiment très important de personnaliser sa lettre de motivation. Le dernier point, comme conseil, c'était de reprendre les mots, les concepts, les idées de la plaquette proposée par le master. Donc ça montre en fait que vous avez compris l'orientation de ce master et que ça vous correspond. Ça montre qu'en fait c'est vraiment ce master que vous voulez, que vous avez conscience de tout le panel qu'il offre, des thématiques qui vont être abordées, des concepts, des outils, etc., etc. Et ça va vous permettre aussi de montrer à l'examinateur ou au jury que vous avez compris le master, vous avez compris comment il s'articule et qu'en fait c'est ce que vous voulez et que vous êtes à 100% en correspondance avec ce master. Le prochain document administratif, c'est le projet de recherche. Donc ce projet de recherche, il est facultatif pour certaines facultés. Il est aussi non demandé pour d'autres, alors que pour certaines facs, il va être obligatoire. Un petit conseil que je vous redirai plus tard, si un document est rendu facultatif, faites-le. Ça ne peut vous apporter que du positif. Ça vous permettra de vous démarquer des personnes qui ne l'ont pas fait et qui pourtant avaient un très bon dossier. Donc le projet de recherche, son objectif, c'est d'établir un projet de mémoire pour l'année prochaine. Donc en fait, le but, c'est de se projeter dans une étude que vous pourriez mener à la rentrée universitaire prochaine en tant qu'étudiant Master 1. Donc en fait, ça nécessite de faire une petite revue de la littérature, de réfléchir à la population étudiée, aux variables intéressantes que vous voulez investiguer, faire une proposition d'hypothèse et proposer une méthodologie. Donc du coup, en fait, le projet de recherche, c'est vraiment ce que vous conceptualisez, ce qui vous paraît important d'investiguer au sein de la littérature et que vous voudriez entreprendre l'année prochaine. Donc bien sûr, même si vous vous projetez dans ce projet de recherche et que vous êtes admis en master, vous n'êtes pas obligé de faire ce projet de recherche quand vous rentrez en M1. Vous pouvez complètement repartir à zéro et faire autre chose. C'est OK.
c'est juste un projet de recherche pour voir si vous avez les compétences déjà pour vous projeter dans l'avenir, si vous avez des sujets intéressants à explorer au vu de la littérature du sujet sur lequel vous voulez bosser, et de voir surtout si vous seriez capable d'entreprendre ce projet. Donc selon les universités, il faut écrire ce projet selon un nombre de mots limite. Donc par exemple, pour certaines universités, le nombre de mots, c'était 250, je pense. D'autres universités peuvent vous demander quel professeur pourrait vous encadrer. Donc comme je le disais tout à l'heure, chaque université est reliée à un laboratoire où sont présentés les professeurs. Donc c'est très important d'aller sur le site du laboratoire de chaque université, de découvrir les profs et de se dire ah bah tiens, moi je veux travailler par exemple sur la périnatalité. Ce prof-là, c'est sa spécialité, donc forcément ce sera avec lui, parce que si par exemple vous prenez quelqu'un qui travaille en addicto et que vous voulez travailler sur la périnatalité, bah, votre projet de recherche ne sera pas vraiment cohérent, et bah, vous allez être un peu, ça va être un peu réducteur de ce que vous aviez proposé, qui pouvait être super, mais cette incohérence va vous bloquer en fait. Donc c'est très important d'être au clair sur les professeurs qui font partie de ce master et qui sont en correspondance avec vous et votre projet. Ensuite, c'est important aussi que le projet de recherche soit en lien avec le master et si possible avec le projet professionnel. Parce que par exemple, si vous proposez un projet de recherche sur la dictologie, alors que vous aspirez à candidater à un master sur, je sais pas, la psychologie de l'enfant, bah forcément addictologie et enfance, ça va pas forcément ensemble. Surtout si on parle d'un enfant de 3-4 ans, bah il y a pas trop de liens. Donc c'est important aussi d'émettre des liens, de se renseigner sur la plaquette du master et de se dire ok, au vu de ce que le master investigue, bah en fait je pourrais travailler sur ça, ça ou ça. Moi quand j'ai fait ma sélection, ce que je faisais, c'est que généralement je me renseignais vraiment sur la plaquette. Donc par exemple, je me souviens qu'il y avait un master qui portait sur la systémie avec la famille. Et je me suis dit, bah, allez go, je trouve ça très intéressant d'étudier l'impact de la victimologie, de l'acte qu'a subi, je sais pas, un enfant sur la construction du lien avec le parent et des potentiels troubles psychopathos que les parents peuvent développer. Et donc j'avais proposé ce projet de recherche parce que je savais que du coup il s'ancrait parfaitement dans le master, mais également dans mon projet professionnel qui était la victimologie. Donc c'est très important de proposer un projet qui soit en correspondance avec le master, mais également avec vous-même. Ce projet de recherche, il peut se relier à votre TE. Donc c'est possible de faire une continuité. Par exemple, je sais pas, vous avez bossé sur l'emprise de l'alcool chez la femme enceinte, et là vous vous dites allez, j'aimerais bien bosser sur le phénomène d'addiction chez une femme enceinte qui est en couple avec quelqu'un qui est également addict à l'alcool. Enfin voilà, vous vous dites je continue mon projet en continuant de l'élaborer, en allant plus loin, en creusant des aspects que je n'avais pas encore fait. Voilà, donc c'est très important aussi de dire qu'il y a cette possibilité, parce que c'est très déstabilisant, je vous l'accorde, de faire un projet de recherche en licence 3, parce qu'en fait la plupart des étudiants en licence 3 vont s'inclure dans une thématique de recherche qui existe déjà avec un professeur, et donc du coup là en fait il faut vraiment que ça vienne de nous, et c'est compliqué en fait de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait au sein de la littérature. Donc c'est possible de faire une continuité du TE, c'est encore plus facile, selon moi, de faire ça, parce que bah, du coup vous connaissez déjà super bien votre sujet de base, et il suffit juste de l'explorer et de le mener encore plus loin. Un conseil, c'est de ne pas hésiter à aller parler avec le professeur référent du TE, parce qu'en fait, il va pouvoir vous aiguiller par rapport aux outils, par rapport à la littérature, par rapport à tout ce qui concerne ce projet. Et en plus, ça va montrer votre motivation. Par exemple, si votre prof il fait partie du jury d'entretien, bah forcément, il sait que vous lui avez posé plein de questions, que vous avez été vraiment motivé, impliqué dans la construction de ce projet, que vous l'avez pris vraiment au sérieux, que c'est pas juste une pièce administrative pour faire beau, mais que au contraire, ça vous tiendrait même à cœur de réaliser ce projet. Ça démontre en fait toute votre motivation, et c'est super important. Au-delà de la motivation, ça démontre aussi que
votre professeur, il est là pour vous aider et qui peut vous dire, en fait, là, tu proposes un outil, mais il n'est pas adapté à ce que tu veux mesurer. Pour la petite anecdote, moi, l'année dernière, je voulais faire une étude, j'ai proposé mon projet de recherche sur une étude population adulte, et en fait, je me suis trompée, j'ai mis un outil qui était pour les enfants. Et même si c'était marqué dans le titre, j'avais pas fait attention. Et c'est ma professeure de TE qui m'a dit, écoute, là, c'est pas possible, parce qu'on peut pas faire passer un outil pour enfant à un adulte. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et peut-être que s'il n'avait pas fait relire mon projet à mon professeur, je n'aurais peut-être je n'aurais pas vu cette erreur, et peut-être que ça m'aurait été préjudiciable dans la sélection. La dernière étape des pièces administratives, c'est le résumé du travail d'étude. Donc en fait, le résumé du travail d'étude, c'est exactement la même chose qu'un résumé d'un article scientifique. Donc on va faire une petite introduction de la méthodologie, des résultats et des discussions. Par contre, s'il n'y a pas encore de résultats à votre étude, c'est pas grave. Vous pouvez juste reprendre vos hypothèses, vous appuyer sur la littérature en disant c'est en cours d'investigation. C'est très bien aussi. Les professeurs ont conscience qu'en février, tout le monde n'a pas du tout fini son travail d'étude et c'est OK. Donc, comme c'est le même principe qu'un article scientifique, c'est important de respecter le nombre de mots. Donc, faire 250-300 mots max. Donc, c'est important parce qu'en fait, ça permet de montrer les capacités de synthétisation. Et c'est une capacité qui est hyper demandée en master et qui est vraiment considérée comme importante. Pour finir, je voulais aborder quelques conseils. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, lorsque des documents sont demandés en option, donc par exemple le résumé de travail d'études ou le projet de recherche peuvent être demandés en facultatif, foncez, parce que ce sont des pièces qui permettent de vous démarquer et de démontrer votre investissement dans cette candidature. Donc ça permet vraiment de montrer que vous avez peaufiné votre dossier de A à Z, que vous l'avez pris au sérieux. Et par exemple, s'il y a une hésitation entre votre dossier et un autre pour la phase d'entretien, si vous avez proposé un projet de recherche ou un résumé de travail d'études, ça peut vraiment vous démarquer par rapport à une autre candidature. Ensuite, il est important de personnaliser le dossier pour chaque candidature. Donc le jury doit vraiment avoir l'impression que vous candidatez uniquement à ce master et non qu'il s'agit de la même lettre de motivation ou du même projet de recherche pour chaque parcours. Il faut vraiment que ce soit personnalisé de A à Z en fonction de ce master. C'est vraiment très très important. Même si c'est très long à réaliser de faire un projet de recherche pour chaque master, c'est un sacrifice temporel et d'énergie qu'il va falloir faire parce que c'est vraiment ça qui vous permettra de vous démarquer des autres. Ensuite, il faut organiser le temps et anticiper le plus possible. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, de février à mars, c'est une période ultra dense parce que vous allez devoir organiser tout ce qui est les pièces administratives, les faire, et c'est très difficile quand en même temps vous avez votre stage, les cours, les partiels, à réaliser en même temps. C'est une période qui est très très fatigante mais qui est aussi anxiogène parce qu'en fait on se dit mais est-ce que je vais y arriver dans les temps? Mais oui, vous allez y arriver dans les temps, il faut juste s'organiser, savoir ce que l'on a à faire pour chaque master. Par exemple, moi j'avais fait une fiche avec, par exemple, pour le master psychologie de l'Université de Bourgogne, j'ai ma lettre de motivation, j'ai mon CV, j'ai mon projet de recherche, j'ai mon résumé de travail d'études à faire. Et en fait, je savais que pour chaque master, j'avais telle et telle pièce qui était indispensable à mettre. Et dans le temps, je me disais, tel jour, je fais ça, ça, ça. Et en fait, en planifiant à l'avance, j'ai même réussi à boucler mon planning avec une semaine d'avance. Donc, c'est important de planifier et surtout de s'y prendre à l'avance parce que ce qu'on a remarqué l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants en fait qui ont sacrifié certaines candidatures ou alors qui ont sacrifié certains partiels pour la sélection. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, certains auront doublé leur L3 parce qu'en fait, ils ont tellement sacrifié de temps pour la phase de dépôt qu'ils en ont pas oublié, mais qu'ils ont choisi de ne pas réviser. Et en fait, même s'ils avaient été pris en master, par le fait de ne pas avoir révisé les partiels, ils n'auraient pas pu accéder à ce master. Donc c'est important d'anticiper, de s'organiser et d'avoir conscience de tout le travail que ça demande, mais également de se dire en fait mon travail va porter ses fruits et je vais y arriver, je peux le faire.
enfin, si vous en êtes là aujourd'hui en L3, c'est que vous avez déjà survécu 3 ans, donc félicitations. Et c'est que vous avez un profil qui est complètement ok et qui peut aller loin. Donc c'est une sélection qui peut être compliquée parce qu'on se demande pourquoi moi plutôt qu'un autre. Mais franchement, en personnalisant toutes les pièces et tout ça, et en faisant des choix cohérents et en ayant le plus d'implication possible, ça ne peut que réussir. Donc croyez en vous, même si c'est déstabilisant, stressant, comme période, on peut y arriver. Il faut vraiment, vraiment croire en soi, c'est vraiment la clé. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour cette période. S'il y en a qui veulent m'envoyer un message ou quoi que ce soit, je reste dispo. Il suffit juste de mettre un commentaire, j'y répondrai à 100%. Je sais que c'est très dur. J'ai moi aussi eu besoin de conseils, de soutien pendant cette période, de me dire comment ont vécu les gens qui sont passés avant moi. Donc c'est complètement ok. Et en tout cas, moi, je suis là si vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée, mais voilà. Au revoir!